Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, nous reviendrons sur ce rallye toujours en cours, rallye qui bouscule les convictions, les certitudes, qui laisse pas mal de monde sur le bord du chemin. C'est un rallye qui fait mal, c'est ce qu'on appelle le pain trade, un rallye qui se fait dans la douleur et pour l'instant, c'est un carburant qui permet au marché de continuer de monter. On le voit avec la séance du jour, même si la hausse se réduit un petit peu en fin de journée pour les indices européens, on est quand même sur une séance solide avec un gain de plus de 1% pour les indices actions européens majeurs, avec un CAC 40 qui tourne autour des 7200 points. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de la première estimation d'inflation en Allemagne qui semble, je dis bien semble, puisqu'on a vu que Destatis avait quand même des problèmes pour mesurer cette inflation aujourd'hui. L'inflation semble surprendre à la baisse en Allemagne, avec un chiffre qui retombe autour de 8,5% contre plus de 9% pour le précédent chiffre d'inflation en Allemagne. Donc, et ce qui alimente le concept ou l'idée sur laquelle le marché vit depuis quelque temps, l'idée d'une désinflation sans douleur, une désinflation immaculée. C'est vrai que sur les 6-7 derniers mois, c'est le schéma qu'on peut observer côté américain, notamment avec un pic d'inflation, rappelons-le, qui date du mois de juin pour l'inflation globale. Et depuis, l'inflation n'a cessé de décélérer aux États-Unis avec un marché du travail qui est resté en grande forme et même un taux de chômage qui a reculé à un plus bas depuis 1969 à 3,4%. Voilà donc l'environnement un peu énigmatique peut-être dans lequel on évolue aujourd'hui. Est-ce que la désinflation sans douleur peut se poursuivre encore devant nous? C'est une question qu'on traitera avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous parlerons justement de gestion thématique et de gestion multithématique, plus spécifiquement appliquée à l'univers des small et mid cap. Ce sont les équipes de gestion de Montpensier Finance et Marion Casal qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché chaque soir, tendance mon ami avec vous, Alix Nguyen. Et après quelques séances de consolidation, le CAC 40 et les indices européens repartent de l'avant aujourd'hui. Oui, et Wall Street rebondit aussi grâce, entre autres, à des résultats d'entreprises meilleurs qu'anticipés. Aux États-Unis, le titre Disney décolle. Bob Iger, le patron du groupe californien, a dévoilé un plan visant à réorganiser l'entreprise, mais également un programme de réduction des coûts. Disney entend économiser 5,5 milliards de dollars pour faire face à un environnement difficile dans la télévision et le streaming. Pour ce faire, il va licencier 7000 salariés, ce qui représente 3% des effectifs mondiaux. Le groupe compte se réorganiser en 3 entités. Le divertissement avec la production de films et de spectacles, les chaînes de sport du réseau ESPN et les parcs à thème. Et puis, toujours aux États-Unis, le titre PepsiCo avance aussi dans le vert. Le groupe a enregistré des ventes et un bénéfice supérieur aux prévisions grâce à des hausses de prix destinées à compenser la flambée des coûts. Et puis sur les marchés européens, l'industrie est en vedette aujourd'hui. On le voit avec Siemens en Allemagne qui a relevé ses objectifs. Le titre bondit de plus de 7% sur le DAX à Francfort. Et à Paris, la plus forte hausse du CAC revient à Legrand aujourd'hui, Alix. Le groupe a publié de très bons résultats. En 2022, le chiffre d'affaires a grimpé de plus de 19%. Le bénéfice a quant à lui progressé de 10,5% par rapport à 2021. L'entreprise a également dégagé 107 millions d'euros de dividendes pour ses actionnaires, soit une hausse de 15%. Crédit Agricole affiche aussi une nette progression. La banque fait état d'un 4e trimestre au-dessus des attentes, grâce notamment à une baisse de son coût du risque et au dynamisme de ses activités de marché. Crédit Agricole confirme ses perspectives pour 2025. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net a progressé de 9%.
Et puis, effectivement, parmi les statistiques du jour, l'estimation de l'inflation en Allemagne, publiée avec un peu de retard, en données harmonisées sur un an. Cette inflation augmente moins que prévu désormais au mois de janvier, Alix. Oui, en données harmonisées de l'Union européenne, l'indice affiche une hausse de 0,5% par rapport à décembre et une progression de 9,2% sur un an. Et puis aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont augmenté de 13 000 à 196 000 la semaine dernière. Leur plus haut niveau depuis les 206 000 atteintes le 6 janvier. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. À vos côtés, Michel Saunier, qui est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Un mot peut-être de ce rallye qui bouscule. C'est le pain trade. Le rallye qui fait mal, la hausse qui fait mal à tout le monde, puisque trop peu de monde est suffisamment investi pour profiter de l'intensité de ce mouvement de marché sur les actifs risqués. C'est une séquence de marché qui fait très très mal, parce que déjà il faut se rappeler, on oublie, mais l'année 2022 a été terrible pour beaucoup de gestions également, c'est-à-dire qu'on fait pour beaucoup de gestions une sous-performance par rapport aux indices. Donc dans une période de baisse, faire moins 15 quand le marché fait moins 12, c'est tellement douloureux qu'on va dire qu'il n'y a pas une graduation très importante. Mais on attend et on espère tous, quand il y a un rebond, de pouvoir montrer qu'on a rattrapé ce retard et voire même fait nettement mieux. Et là, on fait un début d'année où les mouvements sont tels, on y reviendra probablement, qu'on se retrouve avec des indices qui galopent parfois plus vite que les performances des gestions sur une période aussi courte. En plus, il faut aussi relativiser la douleur, elle est quand même assez courte, mais disons que je me mets à la place pour y avoir été pendant très longtemps et avoir passé beaucoup de temps à expliquer les performances. Quand on est dans une année où les performances sont négatives, c'est déjà assez douloureux pour les clients privés de leur expliquer que les performances sont négatives, mais les marchés ont fait ci, on fait ça. Et puis quand le client regarde les performances de début d'année et que il s'aperçoit que quand le marché fait plus 12, on fait plus 8, voire moins. On a vu ça sur pas mal de gestions. Là, c'est très scabreux, parce que vous recevez en même temps une performance négative et vous avez devant vous les perfs réels de marché qui sont positives et votre gérant qui fait un peu moins bien. Donc ça fait très très mal. Alors après, et c'est ça qui est aussi assez difficile pour la période à venir, c'est qu'il y a une forme de mécanique qui s'est mise en place qui explique tout ce qui s'est passé. Alors on peut dater ça. Moi, je date ça à peu près au mois de septembre l'année dernière, au moment où, rappelez-vous, quand les fonds de pension anglais ont pris une grosse tarte, et puis on s'est aperçu que les banques centrales, la banque centrale anglaise est revenue assez rapidement pour aider tout ça, pour mettre tout ça sous l'éteignoir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un put quelque part, quand ça devenait très très douloureux et que ça devenait systémique. Et puis, en fait, au même moment, il y a plein de choses qui se sont passées sur les devises. Le dollar, rappelez-vous, était extrêmement fort et a commencé à se calmer à ce moment-là. Les trades de devises sont calmés aussi à ce moment-là. Et cette volatilité en baissant a fait qu'on a aussi baissé la volatilité sur les taux. Et on a enclenché une spirale un peu positive. Alors, il y a eu des mouvements qui ont été faits sur les actifs qui avaient le plus baissé, que ce soit la dette émergente, que ce soit les actifs émergents. Même la Chine a commencé à reperformer à ce moment-là, quand on se rappelle. Donc, comme assez souvent, c'est-à-dire que les trucs qui avaient le plus baissé ont commencé à repayer, et en fait on s'est rendu compte avec des perspectives économiques qui étaient peut-être un peu moins mauvaises, avec des discours de banque centrale où on pouvait commencer à voir à un moment donné le pivot qui arrivait, ça s'est réenclenché. Et donc c'est ça qui est assez difficile pour les gérants aujourd'hui, c'est on se rend bien compte que ce qu'on n'a pas acheté il y a 6 mois, c'est un peu embêtant de le racheter 15, 20, 30, 40% plus cher aujourd'hui. Mais en même temps, comme ça se met en place et que vous êtes déjà un peu en retard sur vos gestions, vous avez envie de payer, d'essayer de rattraper ce retard en reprenant des risques. Et moi, c'est ce que j'ai mis une fois, j'avais fait un tweet comme ça, c'est
quand on cavale après le marché, c'est là qu'on fait les pires âneries. C'est-à-dire que on achète des n'importe trucs, quoi. On achète pas n'importe quoi. Non, Le gérant va jamais acheter n'importe quoi. Il mais... il va se dire je peux acheter des trucs qui ont vachement baissé parce que c'est ce qui va me permettre, si ça repart, de rattraper. Et puis ça s'est déjà passé sur quelques titres. Et donc c'est d'autant plus énervant, quoi. Et donc il y a une situation en ce moment qui est assez difficile parce que mécanique implacable et en même temps que vous avez envie de rattraper votre retard. Donc c'est très dangereux. Ça peut continuer, du coup ? La mécanique est en place. S'il n'y a pas de nouvelles particulières sur les taux, sur un accident sur des devises, un accident de banque centrale, il y a de la liquidité. Il y en a même de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait... Mais les banquiers centraux n'arrêtent pas le mouvement. Enfin, moi, je les vois, ils parlent tous les jours. Maintenant, le marché écoute autre chose. Ouais, pas qu'ils les écoutent plus, mais... Moi, j'entends beaucoup de gestion et on passe beaucoup de temps à parler des taux et on passe beaucoup moins de temps à parler du bilan des banques centrales. Et beaucoup moins en temps consacré. Bien c'est sûr. vrai que c'est plus facile de parler... Oui. Et puis c'est plus visible pour les gens de parler des niveaux de taux. Mais les banques centrales, en particulier américaines et européennes, ont un peu baissé leur bilan. Et donc ça avait quand même, c'est ce qui a quand même fait baisser beaucoup les marchés en 2022. Enfin, ça contribue à cette baisse. Et puis là, c'est reparti dans l'autre sens, quoi. En fait, les banques centrales asiatiques continuent d'inonder. Donc on a un bilan global de liquidité qui recommence à augmenter. Donc quand il y a de l'argent, vous investissez, puis vous êtes contraint d'investir, parce qu'il y a moyen d'investir. Donc ça peut durer encore quelques temps. Alors après, moi je regarde, vous savez, les indicateurs de AI4Alpha qui donnent des indications sur les tendances et puis qui fait un zoom sur les différentes classes d'actifs les plus importantes. On commence à voir poindre des zones rouges, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits... C'est plus du vert partout. Voilà, qui ont commencé à monter... À surchauffer un peu, quoi. À surchauffer. Les actions européennes sont dans ce cas. Certains segments obligataires sont un peu dans ce cas. D'accord. Donc, je pense que, en tant que en gérant, moi, je dirais, c'est pas la peine de vendre en ce moment, il ne faut pas se mettre contre le marché, mais c'est un peu tard pour acheter, quoi. Et donc, c'est pour ça que ceux qui sont en retard, je veux dire, prenez votre pari. Enfin, je veux dire, tant pis, quoi. Attendez. Patience, quoi. Patience. Mais c'est facile à dire. Hein. Mais quand vous avez un benchmark, puis que tous les 3 mois, vous faites un bilan de votre patron de gestion, vous lui dites là, je suis en retard, mais j'attends pour me rattraper. Je pense que Michel Saunier va vous tirer les oreilles. Commentaire sur ce rallye, Michel, on arrive au stade où on commence à... Alors, évidemment, c'est un peu le vertige des cimes, puisque les indices actions retrouvent des sommets récents ou quasi historiques pour les indices européens, par exemple. Les spreads de crédit reviennent à des niveaux qu'on n'imaginait pas il y a encore 2-3 mois, pour des signatures, on va dire, de qualité moyenne, par exemple. Et puis, on a, comme je dis, ces tulipes qui se redressent, quoi. C'est-à-dire que tous les marchés qui ont été fracassés à partir de novembre 2021, qui était le point haut du Nasdaq, toute la tech non rentable, les cryptos, les mêmes stocks, AMC, GameStop, etc. C'est en train de repartir. On retrouve des phénomènes là, un peu d'exubérance sur quelques titres spécifiques ou quelques classes d'actifs mineurs. Je ne veux pas en faire la tendance, mais voilà, on sent que la température remonte quand même. Ouais, en fait, il y a énormément de choses à discuter et qu'on pourrait mettre sur la table aujourd'hui. Pour revenir, avant de parler des actions sur le crédit, pour moi, il y a un effet appel d'air assez massif. Parce qu'en fait, si on regarde la BCE, elle n'a pas commencé son programme de durcissement monétaire. Ça commence à partir du mois de mars. Sur le bilan, oui. Sur le bilan. Attention à ça. Un autre élément, si on regarde l'historique entre l'offre et la demande sur les émissions les années passées, le gros acheteur omniprésent, omnipotent, c'était la BCE. Et si on regarde où est-ce qu'on va atterrir très vite en termes d'émissions nettes, on va revenir sur le niveau de 2010. C'est-à-dire très, très déséquilibré par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Donc cet effet-là, il n'est pas à minorer. Il y a un autre effet aussi, un effet appel d'air. C'est-à-dire qu'on a tellement été privé de taux d'intérêt exploitables en termes de portage que quand ça s'est débloqué finalement d'un coup, si vous regardez le nombre de fonds crédits millésimés qui ont été lancés ou qui sont dans les pipes à l'AMF depuis 3-4 mois, c'est juste un record en fait. Donc il faut faire très attention à ça, que cet appel d'air peut avoir un effet mécanique temporaire. Et derrière, quand on va combiner moins d'achats, moins d'offres, moins de demandes de la part des investisseurs institutionnels notamment, plus la BCE qui commence à se retirer, on peut avoir des drôles de situations. Et c'est pas écarté d'avoir un scénario où on a une désinflation, mais des taux d'intérêt qui restent mécaniquement
sur des niveaux élevés, parce que justement, le problème d'offre et la demande est là. Ça attirera de la demande, Michel. Moi, ce que je comprends, c'est est-ce qu'on peut pas avoir le... Alors, je sais que le scénario parfait, c'est toujours un pari, mais une BCE qui se retire, avec des taux d'intérêt qui redeviennent intéressants pour des investisseurs privés. On a vu l'émission du 10 ans américain hier, à 3,60, mais ça se fait arracher. C'est-à-dire que les dealers qui sont payés pour justement fourguer le papier, ils n'ont même pas besoin d'en acheter, tellement ça part vite et fort par les autres. Le 30 ans français, pareil, 50 milliards de demandes pour du rendement à 3%, quoi. Il faut voir si la soif sera étanchée vite ou pas. Et puis, ce qui est sûr, par contre, c'est que les problèmes d'émissions sont de plus en plus importants, puisque la dette publique n'a cessé d'augmenter depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est un autre souci. Donc on va voir... Mais ça va être vraiment un enjeu important sur les 12 prochains mois. Sur les actions, alors c'est facile après coup. C'est vrai qu'il y a de voir le marché monter et de se dire « Ah bah oui, bien sûr ». Le marché monte. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plein d'événements qui sont passés, qui ont déclenché ça. C'est vrai que tu as parlé du positionnement. Il y a eu aussi le prix de l'énergie et de matières premières qui a beaucoup baissé. Oui. On a eu cette inflexion sur l'inflation. C'est vrai que l'inflation s'est retournée. L'anticipation du fameux pivot. On a eu le consommateur qui a continué à consommer un peu partout. La Chine qui s'est rouverte de façon extrêmement brutale, tout le contraire des déclarations du Congrès, mais magnifique. Et puis le conflit en Ukraine dont plus personne ne tient compte finalement dans la valorisation des marchés. Je pense qu'il est plutôt une grave erreur. Et derrière, on a eu par-dessus ça un effet janvier classique, avec les derniers sont les premiers, même amplifiés. Moi, j'ai quelques exemples un peu, parce que j'ai quand même regardé ce qui s'était passé de près. Si on regarde le stock 600, sur la période de la baisse de marché de l'année dernière, donc en gros entre le 1er janvier et le 30 septembre, le stock 600, il a perdu 19-20%. Et le bottom, les deux titres qui ont le plus perdu, c'est Zalando et Kion. Ils ont perdu 79 et 90% au pas loin. Truc monumental, quoi. Ça a repris 100%. Et on regarde, depuis le 29 septembre, le marché a rebondi dans les mêmes proportions, à peu près, 19-20%. Et les deux premiers du stock 600, c'est Zalando et Kion, avec une performance de Zalando supérieure à 120%. Et Kion, on doit être autour de 90-95. Voilà, c'est QFD. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que Zalando a changé drastiquement de business model, de dirigeants, de clientèle, de produits ? Non, c'est toujours la même chose. Néanmoins, voilà, ça montre que ça va vite. Mais en fait, ça illustre le fait que le marché est passé du verre à moitié vide au verre à moitié plein. On allait tous mourir, maintenant on est tous sauvés. Bon, la vérité est sûrement au milieu des deux, c'est toujours pareil. Mais il y a quand même des signes comme quoi il faut faire attention. Si on regarde la saison des résultats, alors c'est un peu tôt dans la saison, on a vu un tiers des sociétés publiées, grosso modo. Sur le tiers, déjà, premier enseignement, c'est la première fois depuis longtemps, qu'on a plus de surprises négatives que négatives. On est sur que positives de surprises négatives que positives. Ouais. On est à 52-48. En Europe ? En Europe, oui, pour l'instant. D'accord. Premier truc. Deuxième truc, qui est plutôt positif pour les marchés, quand il y a une mauvaise nouvelle, un profit warning, le titre aujourd'hui a tendance à rebondir. Ouais. Donc, soit on l'interprète en disant que c'était dans les prix, soit on se dit que les gens sont vraiment super optimistes, quoi. Le pire est derrière nous, toujours la même chose. Et un autre élément qui est intéressant, c'est quand on regarde la courbe des BPA sur 12 mois attendus, donc la somme des bénéfices des entreprises rapportés au nombre d'actions, on s'aperçoit que pour la première fois depuis 15 ans, ce total de BPA est passé en dessous de la moyenne glissante sur 12 mois. Donc la trajectoire bénéficiaire commence à s'éroder. Donc ça, c'est rien pour l'instant, ça ne justifie pas une baisse, mais quand même, je trouve que c'est quand même à suivre. Et puis après, il y a les valorisations. Quand on parle de marché, il faut quand même regarder les valorisations. Aux États-Unis, on est quand même pas loin de 19 fois les bénéfices. En Europe, on est à plus de 13 fois. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a effacé la bulle du Covid, mais qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation 2018-2019, alors qu'il s'est quand même passé quelque chose d'important entre-temps. Voilà. D'accord. Bon. Ça nous amène à parler quand même de la macro. Véronique, alors vos commentaires, et on reste avec la logique de marché. Les marchés qui sont portés par ce que les anglo-saxons appellent le concept d'immaculate disinflation. La désinflation sans douleur. Mais le marché, il dresse un constat que tout le monde peut dresser sur les 6-7 derniers mois aux États-Unis. Le taux de chômage est plus bas et les pressions inflationnistes globales semblent se calmer. Je ne dis pas que le niveau des salaires est peut-être encore trop élevé, j'en sais rien, mais ça semble se calmer. Alors, ça se calme, il n'y a pas d'effet d'emballement. Les effets d'emballement sont arrêtés, sont à l'arrêt, en fait, je pense qu'on peut le dire comme ça.
à l'origine de la désinflation, il y a juste un phénomène statistique de base, effet de base, donc des prix de l'énergie. Et ce phénomène, il devrait s'amplifier à la baisse encore, au point d'avoir une contribution probablement de l'énergie qui sera négative dans les prochains mois. Est-ce qu'on en aura fini avec l'inflation, avec la problématique de l'inflation? Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Zalando. Voilà. Est-ce que Zalando, aujourd'hui, je ne connais rien à la boîte, à la structure financière du truc, mais voilà, Zalando, je connais un peu le domaine d'intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, cette boîte-là peut espérer avoir le même volume de ventes et de résultats qu'avant ce choc de l'inflation, avant tout ce qui s'est passé, et peut-être aussi avant Covid, qui a changé un petit peu les habitudes, etc. Mais surtout le choc de l'inflation. La réponse, je pense que, sans connaître les comptes ou quoi spécifiquement, et même sans regarder trop les coûts, c'est quand même difficile de l'imaginer. Donc on voit bien que le marché dans sa globalité, et beaucoup d'intervenants ont gommé l'inflation décélère. Ça y est, c'est fini, emballé, c'est pesé, on passe à autre chose. Alors on passe à autre chose, c'est quoi? Cette autre chose, c'est le risque de récession, reflux, puisque forcément l'inflation décélère, il y aura plus de pouvoir d'achat. Et puis en plus, il y a peut-être une Chine qui va aider un petit peu. Pour l'instant, on ne voit pas la queue d'une cerise, mais a priori, ça devrait quand même le faire. Donc forcément, un peu plus de pouvoir d'achat, ça fait un peu plus peut-être d'achat d'automobiles, parce qu'on a pris un peu de retard quand même, sur des secteurs éminemment cycliques. Une Chine qui devrait un petit peu aider. Des banques centrales, oui, elles peuvent garder un ton dur. Enfin, quand l'inflation va décélérer, parce qu'on va baisser à 4% là en quelques mois, il y a 95% de chances que ça se fasse. On voit mal, les banques centrales continuent à dire si, on vous promet, elles devraient, mais c'est pas faisable. Donc c'est pas audible, c'est pas entendable. Audible et c'est pas praticable, politiquement pas correct et ingérable en réalité de leur point de vue. Donc finalement, du point de vue des marchés. Alors nous, économistes, on va brandir, oui mais attention, vous avez vu les résultats, là, ça commence à s'éroder. Et puis la hausse des taux réels, parce qu'in fine, la baisse d'inflation, c'est ça que ça va faire. Elle va mordre peut-être un peu plus que la hausse des taux nominaux. Mais ça, c'est dans 6-9 mois. On verra bien. Il peut s'écouler tellement de choses d'ici là que je pense qu'effectivement, moi, j'ai pas de mal. Alors pour le coup, je suis plutôt en général assez pessimiste. Mais alors là, ça m'a paru très évident, très tôt. Qu'il y avait une fenêtre. Qu'il y avait une fenêtre et que rien ne vient tant qu'on n'a pas une nouvelle information sur un risque éminent de récession. Attention là aussi, ayons quand même un regard autant qu'on puisse pour décrypter un peu ce qui se trame en Russie et ce qui pourrait nous pendre au nez, parce que la situation devient quand même extrêmement préoccupante, moi je trouve personnellement. Mais bon, mais c'est pareil, comment intégrer ça? On va pas, donc c'est-à-dire que juste sur le conflit, la crise géopolitique, évidemment tout le monde dans le marché a conscience de ce qui se passe. Sauf que entre le facteur météo qui a été favorable, les efforts de substitution, les efforts de sobriété, l'Europe se dit on a complètement démonétisé l'arme énergétique qui était l'arme économique de Vladimir Poutine face à l'Europe. Je mets de côté les aspects militaires, les aspects humains, etc. Mais pour les marchés, c'était quand même ce qui comptait avant tout. Quel était le canal de transmission de ce conflit géopolitique dans l'économie réelle de l'Europe? C'était les prix du gaz. Et ce canal, il est cassé. Il est avéré moins menaçant. Tout de suite, les craintes sont retombées, les craintes extrêmes. Donc, on a une configuration qui, pour moi, est assez légitime du point de vue des marchés. La question, c'est est-ce que les économistes ont raison de tirer la sonnette d'alarme en disant non, mais ça ne va pas le faire, là, dans quelques mois, vous allez voir. Je reste assez convaincue, essentiellement parce que les perspectives bénéficiaires, effectivement, vont être plus compliquées. C'est indéniable. Il y a des hausses de coûts, il y a des hausses de coûts financiers, il y a de la productivité. C'est bien l'emploi. C'est mieux quand il y a de la croissance avec. Parce que les gains de productivité, là, on a quand même du mal à matcher. Donc l'an dernier, on s'est dit, OK, c'est une parenthèse. Il ne faudra pas que la parenthèse se prolonge trop longtemps. Donc il y a... Et puis, fondamentalement, les banques centrales vont être rattrapées à un moment donné. Il va falloir qu'elles reprennent les choses en main. Parce que sinon, c'est reparti. Les taux longs rebaissent, l'immobilier s'envole. Le risque, c'est qu'elles perdent le contrôle des marchés, là ? Bien sûr.
Mais à mon avis, c'est évident. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à comprendre comment elles ont manœuvré leur communication la semaine dernière, parce qu'il va falloir qu'elles recourent après derrière, qu'elles récupèrent la chose. Comment vont-elles le faire? Quand? Bien ou mal, en switchant sur leur bilan, peut-être, parce que là aussi, moi, je pense qu'il reste énormément de travail à faire. En accélérant la réduction du bilan. Finalement, convenir que les hausses de taux, bon, on peut peut-être réduire la cadence, enfin certainement, de toute façon, et peut-être arrêter. Mais sur le bilan, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre les ajustements. Au moins, ça permettrait de reprendre un petit peu la main. Sinon, effectivement, je pense qu'on va recréer des bulles. Et la plus grosse bulle, et celle qu'on peut le plus redouter, c'est celle des prix des matières premières. Ah ouais. Mais je ne vais pas prendre de pari là-dessus, je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, les prix du pétrole sont relativement sages. Maintenant, quand on regarde les réserves aux États-Unis, enfin les stocks américains sont quand même bien bas. Hein. Oui. Vous calquez, puis la production globale, elle est quand même très en deçà des plus hauts de 2019. Vous calquez un début de reprise en Chine sans être spectaculaire, mais au moins pendant 6 mois, parce qu'il y a des besoins de rattrapage. On a un peu du mal à trouver où se situe l'équilibre du prix. En tout cas, probablement plutôt au-dessus des niveaux actuels qu'en dessous. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont encore assez inquiétants, mais il y a une fenêtre. Et cette fenêtre, elle peut durer 3 semaines, 3 mois. Là, ça fait déjà 3 mois qu'elle dure. Hein. Ça fait 3 mois qu'elle dure. Un peu plus, même. Il y a 2 éléments. Déjà, je trouve qu'on a tendance à aller vite en besogne sur les prix de l'énergie, notamment du gaz naturel. On oublie qu'il n'y a pas plus volatile que le gaz naturel. Alors oui, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on a eu un hiver qui était plutôt clément jusque-là. On a réussi un tour de passe-passe extraordinaire avec le LNG et à capter des stocks de LNG pour compenser. C'est pas que de la chance. Enfin, c'est pas que de la chance météo, quoi. Voilà, aussi. Néanmoins, on oublie que c'est un marché qui reste éminemment local. Et que le prix a spiké à 340 € le mégawattheure l'été dernier, qu'on est redescendu à 55. Néanmoins, la moyenne historique, c'était 20 €. Donc on reste plus de 2 fois supérieur au prix moyen historique. Et il suffit de rien pour que ça remonte à 250-300. Quand on regarde le niveau des stocks, il y a ce gadget qui a été créé par le gouvernement français pour suivre le niveau des stocks de gaz naturel. Et bien en fait, on est passé très vite, là, en 10 jours, de 70% à 55%. Donc ça va très très vite. Oui. D'habitude, on sort de l'hiver avec des stocks, je ne sais plus, autour de 25-30% peut-être de capacité. Là, on estime qu'on sortira avec des niveaux un peu supérieurs à la sortie habituelle d'un hiver. Je trouve que le pari, c'est un peu comme pour toutes les crises récentes, c'est qu'on fait le pari que tout ce qui se passe ne va pas durer. Ce qui permet de mettre l'argent sur la table en espérant que tout va se résoudre rapidement. C'était pour le Covid, ça s'est passé. Je comprends. Pour la crise économique liée au choc énergétique, on fait le même pari, sauf qu'on peut pas perpétuer ça longtemps. L'autre élément, c'est l'effet retard. On a vu dans les 70 qu'il y avait 2 phases dans l'inflation. Il y a la première phase où on récolte et la deuxième phase où on pâtit. Là, on est typiquement dans la période où tout va bien, Madame la Marquise. J'arrive à passer mes hausses de prix aux consommateurs, qui a encore de l'épargne excédentaire. D'ailleurs, on l'a vu, aux États-Unis, on arrive à peine à la fin de la consommation de l'excès d'épargne des Américains. Bien sûr. Et nouvelle extraordinaire, on vient de réouvrir la Chine, donc on se retrouve avec l'équivalent de 8 à 10% du PIB chinois en épargne excédentaire qui viennent des Chinois. Donc on a gagné du temps peut-être de ce point de vue-là. Néanmoins, ce que nous disent les années 70, c'est qu'à un moment donné, comme vous le disiez, l'effet coût rattrape les entreprises qui, à ce moment-là, ne sont plus capables de transférer leurs coûts aux consommateurs parce que le consommateur n'a plus d'épargne disponible. Et ça risque d'arriver assez vite. On a des résultats, par exemple, de Rockwool qui sont tombés hier, qui est un fournisseur de matériaux pour la construction, qui nous dit quoi? Il nous dit, génial, j'ai passé des hausses de prix de 30%, 30% depuis le monstrueux. Sauf que là, je m'attends à une baisse de mon résultat opérationnel de 25 à 30%. Parce que je n'arrive plus. Et je ne pourrai plus passer ces hausses de prix. Donc ça y est. Alors je ne connais pas spécifiquement, mais il y a quand même pour beaucoup d'industries et d'entreprises, il y a un coût des intrants qui est en train quand même de baisser très fortement, du prix du fret, du transport, au prix de l'énergie. Enfin, alors peut-être que tout ça n'est que transitoire pour le coup, mais en tout cas, il y a quand même une baisse rapide du coût des intrants pour un bon nombre d'industries et d'entreprises aujourd'hui. Alors que les prix de sortie, peut-être qu'ils peuvent plus tellement monter, mais ils vont pas les rebaisser de 10, 15, 20% dans les 6 mois, j'imagine. Après, il y a les prix des couvertures qui vont être relais nécessairement et qui seront relais sur des prix qui sont encore supérieurs. C'est pareil, ça baisse. C'est l'effet de base. À partir de quel niveau
niveaux en baisse. Le gaz naturel à 55, on a l'impression que c'est une aubaine, mais en fait, c'était 20 l'aubaine. Il y a, Véronique, sur et ces puis, effets Alain, bien retard sûr. qui sont très importants, parce que c'est vrai que nous, économistes, on regarde le taux d'inflation, et puis, mais pour le consommateur, Oui. si l'inflation redescend à Je sais. 4%, c'est 4% de plus, et encore, en plus des hausses de 10% Les prix ne baissent l'année pas. passée. Les prix ne baissent Les pas. prix ne baissent pas. Donc Oui, je c'est pense ça qui est qu'il faut important bien dans le la garder en réalité. tête, parce Faut regarder en prix. qu'effectivement, l'autre chose, c'est qu'il y a eu des politiques publiques, un soutien public, mais juste incroyable. Ah oui. En Europe particulièrement, et on sait pourquoi. Et en Allemagne, on a fait Allemagne, France, Italie, on a le même déficit en 2022 qu'en 2020. On a fait comme la première année de Covid. Oui. C'est considérable. Est-ce qu'on va refaire ça demain, c'est en 2023 on en fera encore, parce qu'il y a Poutine à côté, donc forcément. Mais probablement moins. Puis ça va commencer à gripper. Puis les taux réels vont plus être normalement à -7, mais plutôt proche de 0 bientôt. Et puis la Banque centrale va commencer aussi à appeler à des politiques un peu plus raisonnées. Donc tout ça fait qu'effectivement, du point de vue du pricing power, si les entreprises ont eu ce pricing power, c'est quand même bien parce qu'il y avait les États. Il y avait l'épargne aussi, mais les États pour beaucoup, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Donc, et là, ça devient nettement plus compliqué. Bon, donc il y aura un landing. Il sera soft, hard, j'en sais rien, mais il y aura un landing. Non, parce que quand on regarde le marché, à certains moments, on se demande si on mise pas sur le no landing, quoi, maintenant. Non, mais C'est-à-dire, il y a le même décalage sur le marché de l'immobilier. Je vais te laisser la parole. Vas-y, non, mais sur finissez, l'immobilier aux États-Unis, Jacques. c'est intéressant parce qu'on est passé d'un taux de mortgage moyen de 3% à 7%. Ça, si tu fais un calcul rapide, mécaniquement, ça veut dire que l'immobilier doit baisser de 30 à 40%. Or, il n'a pas baissé. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a le plein emploi. Bah On a le taux de chômage le plus bas depuis 1969. C'est-à-dire que quand on a un emploi, on n'est pas pressé de vendre son bien. Il n'y a pas de fire sale. Et l'autre point, c'est qu'aussi le marché s'adapte. Et ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que alors qu'en 2008, on avait des taux variables qui représentaient un pourcentage important, aujourd'hui, on a 90% à taux fixe. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses. Puis l'autre élément, c'est que les banques, elles ont un bilan qui est beaucoup plus solide par rapport à la Mais crise c'est précédente. l'inverse de 2007. Mais on a quand même un n'a effet pas de retard, là aussi. surcapacité Ouais. dans l'immobilier, on a un problème d'offre. On n'a pas de surcapacité sur le marché du travail, on a un problème d'offre de travail. Et le bilan des banques est à l'inverse de ce qui Mais à un pouvait moment être en donné, 2007. ça va quand même, à un moment donné, ça va quand même se mettre en place. Donc aujourd'hui, le marché immobilier, il est gelé. Mais il va falloir qu'il bouge. Et généralement, dans ces cadres-là, dans ces cas-là, c'est plutôt le vendeur qui a du pouvoir par rapport, par rapport à l'acheteur. Oui, oui. Enfin, l'acheteur qui a un pouvoir par rapport au Ouais, vendeur. ouais. Ouais. Alain, vous avez 13 minutes tout seul maintenant. Voilà. Non, Mais il bien faut sûr que commenter. Et je voulais qu'on parle on parlait des résultats, des cash flows. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les cash flows des big oil Alors, avant ça, moi j'entends et je suis assez. Voilà, c'est des faits, donc je ne peux pas être contre ce qui vient d'être dit, qui avertit qu'on se rapproche d'une période qui va quand même être plus difficile. Mais moi je trouve que c'est aussi un marché de gestion incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on va dire, trois grands cas de figure. On a toutes les boîtes, tous les investissements qui ont été en grande difficulté l'année dernière, qui peuvent être réachetés parce que les Zalando, effectivement, je connais pas bien. Je m'habille pas chez. C'est des vêtements, hein, c'est ça. Je m'habille pas chez. C'est du e-commerce. Voilà, c'est du e-commerce. Entre autres, voilà. Bref, donc Internet. peut-être que le prix c'était pas moins 80 l'année dernière, c'est peut-être pas les plus 60 de cette année. Enfin, moins 80 plus 60, ça te remet pas Non, plus 100, au niveau antérieur. Hein. Justement. Plus 120, pardon. Justement, Voilà. c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal d'actifs comme ça qui ont peut-être été massacrés. On parlait de la tech. Il y a beaucoup de boîtes de la tech. Moi, je regarde aussi le segment cloud aux États-Unis, avec pas mal de valeurs qui étaient totalement massacrées, qui ont annoncé gentiment des 40-50% de croissance des résultats, qui font du cash, qui n'ont pas besoin de s'endetter, et qui sont en train de repartir pleine pêche parce que le cours était notoirement trop bas par rapport aux perspectives 5-10 ans de ces boîtes-là. Je ne parle pas des perspectives à quelques mois. Donc, actifs massacrés qui étaient probablement trop peu chers, quoi, en fait, certains segments à yield, certains segments émergents. Et puis de l'autre côté, il y a quand même, on l'évoquait en début d'émission, pas mal de boîtes qui ont annoncé des très beaux résultats et qui annoncent des perspectives qui sont pas si mal que ça. C'est-à-dire que Legrand, le gars, il vous dit, le patron de Legrand, il annonce 5, 6, 8% de croissance sur les années qui viennent. Très bien. Avec une maîtrise des coûts, c'est des gens qui sont hyper sérieux. C'est des boîtes hyper bien gérées. Voilà, donc Legrand. ces boîtes-là, et puis on ne parle pas de toutes les boîtes du luxe, pas mal de grandes boîtes qui passent totalement au travers de tous ces événements parce qu'elles sont totalement internationales. Donc il y a un segment qui reste peut-être un peu cher
mais qui sont attractives sur des durées très longues. Et effectivement, il y a un ventre mou qui sera soumis à tout ce qu'on a évoqué, des problématiques de coûts, des problématiques de coûts salariaux qui ont peut-être trop augmenté, etc., qui ont problématiques de gens qui sont peut-être un peu trop sectoriellement exposés à des endroits qui vont un peu moins bien. Donc ce ventre mou, il va probablement être en difficulté, qui va peut-être pas tellement performer par rapport à ce qu'il a connu dans le passé. Mais les deux extrêmes, ça donne des perspectives de jeu aux gérants. Et alors et qu'est-ce qui se passe après ? C'est un jeu tactique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont pris d'énormes positions sur les boîtes un peu en difficulté et sur les segments qui étaient très bons font du 15-17% cette année. Quand vous êtes, vous, avec une partie de votre portefeuille qui est trop au milieu, vous cavalez après. Donc, et vous avez du cash, parce qu'il se trouve qu'en plus, vous avez des flux positifs en ce moment. On l'évoquait sur le crédit, il y a des segments qui retrouvent de l'argent. Donc, et les valeurs européennes retrouvent un peu de flux aussi. Donc, vous êtes gérant, vous êtes un peu en retard par rapport à votre marché, et puis tous les jours, vous avez 0,5% de votre portefeuille en supplément en cash qui déboule, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas être à 20% en cash. C'est impossible. Donc, vous êtes obligé de courir après un peu ce marché. Donc, oui, c'est des marchés de gestion. C'est pour ça que les gérants sont payés. C'est pour justement trouver l'allocation dans ce genre de choses. Donc, oui, c'est difficile, mais vous me présenterez des années faciles. C'est souvent après coup que les années sont faciles. Parce que moi, je vais vous dire, ça fait un paquet de temps que je suis là-dessus. J'ai jamais pu dire non, mais là, cette année, ça va être facile. Non, facile ou pas, je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est vrai que pendant tout un cycle, le cycle des GAFAM, le marché était quand même très monofactoriel, c'était très monoïdé. C'était là, c'est ce que vous décrivez. Je trouve qu'on revient avec des choses multifactorielles. Le fixed income rapporte, ça n'oblige plus. On n'est plus dans le TINA permanent où il faut aller chercher du risque sur des échelles qui nous conviennent pas, avec lesquelles on n'est pas confortable. Chacun y trouve son compte. L'exemple des GAFAG, il est excellent. C'est-à-dire que moi j'ai connu cette époque-là, mais vous étiez super embêté quand vous étiez jeune. Évidemment. Vous pouvez vous retrouver avec. Mais même en croissance, à un moment, ça l'embêtait. Et puis le reste, bien sûr. Parce que le reste, il vous défonçait, quoi. Donc, bien sûr. C'était pas facile. Hein. C'est pas. Ah non. Oui, c'est pour ça. Je dis pas que ça veut dire que c'était simple. Voilà, non. Et puis encore une fois, vous êtes dans c'est un gigantesque jeu en fait de comment vous faites pour être diversifié suffisamment pour quand ça tourne mal, pas vous retrouver avec les gens qui étaient super investis sur ce genre de boîte. Ils ont quand même passé une année très difficile l'année dernière. Donc vous pouvez pas faire ça. C'est juste pas possible. Donc comment vous jouez ces mouvements-là? C'est toujours des mouvements comme ça. Et là, cette année, et à la limite, c'est plus facile quand les marchés s'effondrent, parce que, enfin, plus facile entre guillemets, parce que de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, tout est corrélé, donc il n'y a rien qu'à la valeur. Là, c'est plus, on se retrouve dans un marché qui, je trouve, plus un marché de gérants qu'en fait. Après, je dis pas que c'est l'histoire de l'année du stock picking, machin, tout ça, c'est des âneries, mais c'est des marchés où il faut vraiment se poser pour essayer de trouver justement les tendances par rapport à ça, et puis de construire le portefeuille qui va bien par rapport à ça. Extrêmement compliqué, la construction d'actifs en ce moment est très compliquée en fait. Voilà. C'est très intéressant. Michel. Oui, on pourrait tenter un pari qui est celui du changement de paradigme. Alors c'est toujours un peu la tarte à la crème, on se dit qui va raconter tout. Généralement, c'est l'épouvantail sur les marchés. Mais en fait, this time is different. D'accord, mais en fait, justement, j'en ai un aussi. Alors, ce qu'on peut observer, si on fait un récap rapide. Années 90, début des années 2000, domination des grands conglomérats industriels. Alors tout le monde a oublié General Electric et Jack Welch. Oh, bien sûr. Moi, je me rappelle de Jack Welch qui faisait la une des journaux. Oui, c'était la Jack référence. Welch, 500 milliards de capi en 2000 et quelques, je me rappelle très bien. Bon, ça a été balayé par le super cycle chinois et la value. Donc on a un beau cycle value. Derrière, les banques. Voilà, oui, et les banques. Oui, c'est ça. Derrière, crise financière, boum, on se prend 12-13 ans de super cycle croissance. Et là... Alors là, on peut consulter Joe Biden et son discours sur l'état de la nation. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, alors attention, le raccourci. Attention. Non, mais en fait, il y a deux éléments qui ressortent quand même. C'est le verdissement de l'économie. Et là, on est d'accord pour dire que finalement, c'est une tendance de long terme qui pourrait changer un peu tout ça. Et deux, la réindustrialisation. Avec un soupçon quand même de transitoire sur la nécessité de réinvestir un peu sur l'énergie, puisqu'on a bien vu que sur le système actuel, ça pouvait un peu coincer. Mais je mettrais bien une pièce sur le fait que pourquoi aujourd'hui on n'est ni croissance ni value, on est un peu partout, c'est qu'en fait on voit très bien que c'est en train de bouger vers l'après-GAFAM, et l'après-GAFAM c'est sûrement ce verdissement et cette réindustrialisation qui vont... un peu marqué les prochaines années. C'est d'ailleurs, Véronique,
quand on voit le secteur industriel en Europe, aujourd'hui les stars c'est le grand Siemens, mais on voit que l'industrie boursièrement retrouve des couleurs et retrouve de la place dans les portefeuilles, mais comme jamais. Moi, ces boîtes-là, on n'en parlait jamais sur les marchés. Enfin, on n'en parlait jamais. C'est récent. Hein. Oui, c'est récent. Ça a mis plus de temps que les autres secteurs du stock, ça à reprendre des couleurs. Ouais. Mais là, effectivement, ça repart. Moi, je suis assez dubitative là-dessus, parce que le cycle de capex, le cycle d'investissement lié à la transition. C'est là que je bute sur par rapport à ce que je comprends de ce que joue le marché. C'est qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas à la veille d'un cycle de capex. Alors après, attention, il y a capex et capex. Oui. On est à la veille d'un cycle de dépenses d'infrastructures. D'accord. Bah oui. Ben oui, mais c'est pas les mêmes capex, c'est pas les mêmes boîtes que celles qui vont exporter ou vendre à l'industrie chinoise, etc. C'est une autre histoire, c'est beaucoup plus complexe. J'ai fait une petite l'autre jour quand on a eu la production industrielle en Allemagne, magnifique. Oui, j'ai vu le breakdown des secteurs la production dans la chimie, le truc s'effondre. La chimie en Allemagne s'effondre. L'automobile vivote un petit peu, mais enfin. La tendance dans l'automobile allemande, elle est juste effrayante. Et qui est en train d'arriver très massivement sur le marché automobile européen. Oui, les Chinois. Donc, et tout ça, ça m'incite quand même à me dire... On n'a pas les conditions aujourd'hui pour jouer vraiment l'industrie cyclique, la grosse cyclique, etc. Alors après, je ne peux pas vous dire, moi je ne connais pas suffisamment les boîtes, je ne peux pas vous dire si c'est une opération, mais dans l'ensemble, surtout les capital goods, je serais, je préfère, je l'ai dit, je préfère les bancaires aujourd'hui aux capital goods. Parce que et pourtant, c'est les bancaires, mais bien sûr, c'est pas palpitant, mais il y a une logique, il y a une configuration qui fait comprendre pourquoi. Même ça, je trouve c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je décrivais tout à l'heure sur les grandes familles de boîtes, mais c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que moi je trouve qu'on ne peut pas jouer les bancaires. C'est-à-dire qu'on me dirait, on peut jouer BNP, on peut jouer Crédit Agricole, je comprends, mais les bancaires, dans l'absolu, pour moi, non, parce que justement, c'est un peu ça le paradigme aussi, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vont se trouver dans un moment... je trouve très périlleux dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que je pense que la transition qu'il y a à la Société Générale, on connaît bien la Société Générale tous les deux avec Véronique, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que le changement de gouvernance c'est soit on repart, soit M. Krupka arrive à faire repartir la boîte de l'avant, ce que je lui souhaite, soit on recontinue sur la même tendance qu'actuellement. Mais là, c'est spécifique. Non, mais regardez Crédit Suisse, regardez les banques allemandes. Oui, mais d'accord, mais les banques... mais là, vous me citez les... Ah bah oui, mais c'est... Oui, c'est les contre-exemples du secteur. Intesa, Santander, BNP... Justement, ça, je comprends qu'on joue ça. Mais les banques, je peux aller jouer la banque en général, non. Même dans un secteur, vous dites qu'il faut être... C'est pareil dans les industriels. Il y a des boîtes industrielles qui vont passer tout ça très bien, puis d'autres qui sont pendues parce qu'elles ont un problème de gouvernance, parce qu'elles ont un problème de... Alors, Véronique, les foncières, la semaine dernière... oui. Non, les foncières, non, pas dans les conditions actuelles, justement, par rapport au risque économique à venir, etc. Donc il y a eu un opportunisme, la baisse des taux, je sais pas, mais fondamentalement, c'est pareil. Une reprise de l'immobilier, on est dans un mais l'immobilier, c'est indexé sur l'inflation. Si vous avez des bons produits immobiliers, des bons... Ça veut dire le choc inflationniste qu'on a traversé en 2022 comme un épiphénomène, ce qui n'est pas ma lecture. D'accord, oui, je comprends. Lecture, pour moi, on n'en a pas fini avec l'inflation. De quelque chose qui vont être répétitifs. Donc, effectivement. Je comprends. Mais c'est le moment. Pour le coup, ça me conduit à considérer que les banques centrales ne pourront pas s'accommoder d'un immobilier qui reparte comme en 2014. Voilà. Mais vous savez, les grands moments vraiment d'écart de performance boursière, c'est les guerres, c'est l'inflation et c'est les changements de paradigme. C'est-à-dire que et là, c'est bon, on retrouve à peu près les on y est bien. Facteurs aujourd'hui. On parle des foncières. Les foncières,
c'était un massacre en septembre l'année dernière. C'était un ça a massacre. perdu 60% les foncières en Europe. Et puis vous regardez le rebond, il est quand même violent. Bah oui. Et bien dans le tas, il y a des boîtes qui méritent ce rebond. Et ben voilà, c'est ça qui va se passer, je pense, dans les mois et les années qui viennent, parce qu'il y en a qui ont commencé à transformer leur patrimoine justement en le verdissant. Et puis il y en a d'autres qui ont juste ripolliné un peu le truc, mais celles-là, quand ça va être démasqué, elles vont se faire de nouveau, et puis elles vont partir pour des années de sous-performance. De la même façon que les banques, regardez ce qui s'est passé sur les banques entre 2007 et aujourd'hui. Il y a des banques entières elles n'ont pas rebondi, elles n'ont rien fait depuis 10 ans. Donc c'est terrible, quoi. Et donc ce genre de choses, ça va se multiplier sur tous les secteurs. Et moi je trouve que c'est très intéressant. Et on parlait des grands conglomérats tout à l'heure. Mais regardez ce qui s'est passé en quelques jours sur Google. C'est-à-dire que leur business model, il est attaquer. Alors après, ils vont peut-être s'en sortir parce qu'ils vont peut-être justement arriver à réagir assez vite, mais ils ont une bonne tête de General Electric quand même. Hein. C'est-à-dire que non, mais franchement, mais regardez, c'est le mode. On attaque le truc sur le cœur du modèle, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, c'est le système. Ils donnaient des liens à des boîtes qui faisaient de la pub chez eux. Et on dit maintenant, maintenant on vous fait une recommandation directement en anglais ou en français bien écrit. Avec l'agent conversationnel, quoi. Ça change légèrement les choses. Hein. Et puis ça change aussi, il faut que les boîtes en dessous réfléchissent aussi à ce qui va se passer pour elles. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient juste, elles payaient et puis on leur emmenait du trafic. Là, ça ne va pas suffire. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses que je pense qui sont en train d'arriver sur tous les secteurs. Donc passionnant, c'est intéressant. Les gagnants de demain ne seront pas les gagnants qu'on a observés. Et je pense qu'on arrive à un moment où il y a une grosse discrimination qui va avoir lieu. Comme tout le temps, en économie, c'est tout le temps comme ça. Non, mais c'est un moment enthousiasmant de ce point de vue-là. Merci à vous trois. On s'arrête là pour cette discussion ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de RF Research, et Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous parlons ce soir de gestion thématique et même plus précisément de gestion multithématique avec Marion Casal qui est à mes côtés en plateau, gérante action et thématique chez Montpensier Finance. Bonsoir Marion. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez une stratégie adaptée à l'univers small et mid cap, une gestion multithématique dans cet univers des small et mid cap. La stratégie et le fonds s'appelle Quadrator chez Montpensier Finance. Qu'est-ce qui caractérise la gestion multithématique ? On parle beaucoup de gestion thématique sur cette antenne, avec la vague thématique effectivement qui déferle aujourd'hui dans l'industrie de la gestion d'actifs. Précisément, qu'est-ce qui caractérise la gestion multithématique ? Alors, déjà, chez Montpensier, je pense que vous l'avez remarqué, on est très engagé dans la gestion thématique et c'est notamment le cas au sein de notre fonds Quadrator, donc qui est un fonds multithématique investi sur les petites et moyennes valeurs de la zone euro. On a défini 4 grandes thématiques qu'on considère comme en fait des axes d'investissement particulièrement porteurs. Les 4 grandes thématiques sont Better Life, Lifestyle, Smart Resources et Digital Impact. Ouais. Et l'objectif en fait du fonds et de ces thématiques, c'est de trouver en fait des valeurs qui génèrent de la croissance bénéficiaire sur le long terme. Et ça passe soit par des valeurs, on va dire, avec de la croissance structurelle, donc des valeurs généralement qui sont sur un marché porteur assez résilient, soit par des valeurs qui génèrent la croissance de manière un peu plus conjoncturelle. On va être sur des valeurs un peu plus cycliques, mais elles ont toujours un momentum de BPA positif et elles sont toujours portées par ces fameuses tendances thématiques porteuses sur le long terme. C'est vraiment ça l'objectif de cette gestion multithématique. Qu'est-ce que ça apporte de plus que la gestion thématique simple, Marion ? Parce que vous avez cité ces 4 thématiques, donc Better Life, l'idée de la santé, Lifestyle, la consommation, Smart Resources, énergie, efficience, Digital Impact, la tech, l'industrie 4.0, etc. On aurait très bien pu imaginer 4 stratégies pures, thématiques, dans cet univers des small et mid cap. Le fait d'agréger ces thématiques dans une stratégie, qu'est-ce que ça apporte ? Ça vous apporte une certaine diversification. Et en plus, quand vous êtes sur un fonds en fait small et mid cap, c'est en fait la gestion multithématique est très bien adaptée parce qu'en fait vous avez des sociétés qui sont généralement sur 1, 2, voire 3 activités au maximum. Donc vous êtes vraiment sur des
des sociétés qui investissent sur des thèmes très ciblés et c'est ça qui nous intéresse. On peut donner des exemples, mais vraiment, on n'est pas sur des conglomérats ou c'est sur des large caps qui sont particulièrement diversifiés où vous allez retrouver finalement que 10% du chiffre d'affaires qui correspond bien à votre thématique. Et je sais que vous êtes dans l'approche thématique que vous avez chez Montpensier, alors on en parle avec Nicolas Kieffer qui vient nous voir régulièrement ou d'autres gérants thématiques, vous êtes très attentif à la pureté justement de la thématique que vous adressez, c'est ça. Et essayer d'être le plus pur possible dans cette thématique ou ces 4 thématiques que vous agrégez. On essaie vraiment de trouver ces thématiques qui sont des axes porteurs d'investissement pour nous. Ça, c'est vraiment l'essence même de ces thématiques. Après, il faut bien savoir qu'une thématique, dans le temps, peut être évolutive. C'est-à-dire le stock picking à l'intérieur de ces mêmes thématiques peut évoluer en fonction de l'environnement macroéconomique, par exemple, ou des changements. Par exemple, on l'a vu sur la partie consommation, donc la partie lifestyle, les façons de consommer pendant la période Covid ont complètement été bouleversées. On a consommé beaucoup plus de manière online, donc on a eu vraiment une explosion des sites de vente en ligne et on a eu une consommation beaucoup plus responsable. Et donc, il y a eu plein de changements dans cette façon de consommer, notamment auprès de la jeune génération, et il a fallu chercher à ce moment-là des sociétés qui correspondaient bien à ces nouveaux modes de consommation. Et donc, on a trouvé, par exemple, une société comme Thule, qui est une société suédoise, qui est spécialisée dans les équipements sportifs. Ça fait des sièges bébés pour les vélos, etc. Et qui a la particularité de produire des produits de qualité, ça c'est très important pour les consommateurs aujourd'hui, de produire de manière responsable et durable, et en plus de prôner un mode de vie actif et sain à travers le mode de transport vélo ou le sport en général avec l'utilisation notamment du vélo. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce genre de société et on essaie de capter les changements qu'il peut y avoir au sein de ces thématiques. Donc on reste vraiment sur un mouvement, en tout cas nous on considère que c'est un mouvement de long terme. Donc ça, l'exemple, c'était l'exemple lifestyle, c'est ça, Marion. Qu'est-ce qu'on peut dire des 4 autres thématiques et quelles sont peut-être les valeurs, les convictions et les positions que vous avez dans le fond qui incarnent le mieux ces thématiques? Alors, Better Life, Smart Resources ou encore Digital Impact. Alors, sur la partie Digital Impact, qui est une autre de nos thématiques, on investit sur la santé et le bien-être des individus. Donc, on va retrouver des valeurs de santé, c'est assez classique dans une thématique Better Life, mais également des acteurs qui sont par exemple dans le monde du sport ou de la nutrition. Donc ça, c'est un complément aux valeurs de santé. Il faut savoir que le marché de la santé, c'est un marché en croissance. On est à peu près sur 2 fois la croissance du PIB mondial. Et on a vraiment eu des changements importants ces dernières années grâce aux innovations. Je pense à l'ARN messager notamment. Mais on a vraiment eu des changements et on a eu une tendance à l'externalisation de certains métiers et procédés. Donc, on a eu certains acteurs qui sont sortis du lot. Notamment, je pense à des acteurs dans le bioprocess, comme Sartorius Tedim, qui est spécialisé dans tout ce qui est technologie à usage unique, ou des acteurs qui sont dans le diagnostic. Pendant le Covid, on en a beaucoup parlé, des acteurs du diagnostic. Donc voilà, et tout ça, ce sont des small et mid cap qui sont cotés et qui sont généralement des leaders sur la cote. L'énergie aussi, c'est finalement, alors pas l'énergie au sens fossile, mais la nouvelle énergie, les nouvelles solutions d'efficacité énergétique. Là aussi, c'est un thème qu'on retrouve dans cet univers small et mid cap, Marion. Oui. En fait, la thématique Smart Resources, elle englobe plusieurs choses, 3 grands axes. Tout d'abord, la partie énergie renouvelable. Ça paraît assez évident. De toute façon, pour arriver à décarboner notre production électrique, on est obligé de passer par le solaire et l'éolien. On n'a pas le choix. Et donc, il y a des acteurs qui sont bien positionnés aujourd'hui en Europe sur les small et mid. Un exemple comme Neoen, qui est un acteur sur le solaire et l'éolien, qui a la particularité quand même d'avoir une très bonne exécution, d'avoir un objectif financier ambitieux mais crédible quand on regarde les exigences qu'on va avoir dans les prochaines années, et qui en plus s'est positionné assez tôt sur la partie stockage, qui est quand même qui va gérer les problèmes d'intermittence, qui est quand même le gros sujet quand on parle d'énergie renouvelable. Un autre point sur lequel on peut investir sur les smart resources, c'est la partie efficacité énergétique. Donc là, on va se concentrer plutôt sur la partie bien d'équipement. Je pense notamment à des acteurs qui sont spécialisés dans la rénovation énergétique des bâtiments notamment. On a eu pendant plusieurs années un acteur qui vient de sortir de la cote qui s'appelle Somfy. Et quand vous installez des volets roulants par rapport à des volets classiques, vous économisez 15 à 20% d'énergie tous les ans sur votre facture. Donc c'est vraiment des sociétés qui aident à l'efficacité énergétique
et qui englobe cette partie Smart Resources. Bon, et la partie digitale, alors Digital Impact, c'est le nom de la thématique spécifique dans ce fonds, qui englobe quel type de secteur, quel type d'industrie, Marion ? En fait, on se rend compte que la digitalisation de nos économies, en fait, elle est partout. On pense généralement, quand on pense au digital, on pense à la techno et aux services informatiques. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. Un exemple, sur la partie de l'industrie, il y a énormément de sociétés qui sont positionnées sur l'automatisation de nos sites de production. Je pense notamment à l'utilisation des robots industriels, ce qu'on appelle aussi le machine-to-machine, le fait de faire communiquer les machines entre elles. Ça permet la maintenance prédictive, ce qui va permettre d'éviter le nombre de défaillances, etc. Ouais. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la digitalisation de nos économies. Donc il n'y a pas uniquement que la tech et les services informatiques, il y a plein d'autres sujets. Et on se rend compte que cette digitalisation, elle a impacté tous nos modes de vie. Donc notre façon de travailler, je pense au télétravail, notre façon de consommer online, etc. Et donc c'est en évolution constante. Donc on a toujours un gisement qui se renouvelle sur les small et mid cap, qu'il y a des nouvelles sociétés qui viennent de ce côté et qui sont porteuses d'innovation. Et c'est ça qui nous intéresse sur le fond. Sur la gestion de la stratégie, Marion, vous disiez ces thématiques, elles sont évolutives. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont... vous gérez... la pondération de chacune de ces stratégies, de chacune de ces thématiques dans le fond, ou est-ce que ce sont 4 thématiques équipondérées pour vous Alors, elles ne sont pas équipondérées. Il faut savoir qu'en fait, la gestion, elle se fait à la fois par pondération de thématiques. Je vous donne un exemple. Pendant la période Covid, au début, en février 2020, la thématique Better Life a été surpondérée. On a augmenté les valeurs sur le diagnostic, par exemple. Et puis après, à un moment donné, on a commencé à alléger toutes ces positions parce qu'on considérait que le momentum était moins bénéfique. Et donc, on a augmenté certaines pondérations sur la consommation, sur notamment la digitalisation, qui, pour nous, était peut-être vecteur en tout cas de surperformance à venir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la pondération actuelle là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a repondéré certaines de nos thématiques, notamment on a repondéré un petit peu la consommation, puisqu'on considère que depuis quelques mois, on va dire, il y a eu des excès un petit peu sur le marché, sur la thématique de la consommation, donc lifestyle, et qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont particulièrement attractifs sur des sociétés qui sont quand même de très bonne qualité et qui ont un très bon positionnement. Voilà, ça c'est typiquement la thématique qu'on a renforcée récemment. Qu'est-ce qui manque pour que la classe d'actifs small et mid cap en Europe retrouve le momentum qu'elle a perdu depuis une paire d'années maintenant. Et quand je dis momentum, c'est surtout, on compare évidemment les différents marchés et l'écart de performance, l'écart de valorisation avec les large caps, les grandes capitalisations, n'a cessé de se creuser. Qu'est-ce qui manque pour que ça reparte? Alors déjà, ce qui est important de noter, c'est que sur longue période, les small et mid cap surperforment les large cap. Là, en 2022 et en 2018, on a eu 2 années de sous-performance qui s'expliquent par un contexte macro et politique plus complexe et donc plus défavorable à des sociétés qui sont généralement plus domestiques et donc qui sont assez impactés par ce genre d'événements et aussi également impactés par les flux. Donc ça, on pense qu'aujourd'hui, c'est un peu derrière nous et que en fait, finalement, sur 2023, on a de bonnes chances d'avoir une surperformance de la classe d'actifs. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Tout d'abord, en termes de momentum, on est effectivement donc sur des sociétés plus domestiques avec des croissances bénéficiaires attendues qui sont supérieures. C'est généralement le cas toutes les années, mais c'est important. Et surtout, on est sur donc, des sociétés qui sont positionnées donc, plus en Europe. Et si le momentum et la macro en Europe se stabilisent, le scénario de récession, on va dire qu'il est un petit peu derrière nous. On est quand même sur des fortes baisses des prix du gaz, de l'électricité. Tout ça, c'est favorable aux small et mid cap. Donc déjà, on est sur un momentum qui est plus positif. Le deuxième, c'est une question de valorisation. Aujourd'hui, effectivement, la prime qui existait sur les small et mid cap
elle n'existe quasiment Non, plus. c'est devenu une décote même. Voilà, sur certains, À certains on va égards. regarder, Oui, ça oui. dépend des indices qu'on regarde, mais en tout cas, si on regarde les indices européens, on est quasiment sur des valorisations qui sont en ligne avec les large caps, alors qu'on est sur des croissances bénéficiaires Supérieur. qui sont supérieures. Donc ça, c'est un point important. Ouais. Et le dernier point, c'est une question de flux, puisque 2022 a été une année de décollecte sur les fonds, clairement. Si on regarde les fonds PEA sur les small et mid cap, on a eu 1,4 milliard de décollecte Ah ouais. En France. en France, alors que sur le sur le mois de janvier, on est en collecte positive. Et c'est pas arrivé depuis un certain temps. Non. Donc si on a un effet flux positif, Ah ouais, j'entends. clairement, ça peut encore aider les small et mid cap. Bon, c'est un des enjeux de cette année 2023, effectivement. Ouais. Voir comment se comportera cette classe d'actifs, cet univers d'investissement des small et mid cap en Europe par rapport au reste du marché. Merci beaucoup, Marion. Merci d'être venu nous parler de gestion multithématique. Marion Casal, gérante action et thématique chez Montpensier Finance, qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.